L'émission Bonjour Côte-du-Sud, une présentation du garage Corriveau Mariotech, 2 boulevard Taché-Ouest Montmagny, 418 248 3634. Sous la bannière Autoplace Maître Mécanicien, le garage Corriveau maintient sa réputation sur le service depuis plus de 60 ans et est accrédité CAA Assistance routière. Vous avez besoin de nous, nous sommes là pour vous en tout temps. Le garage Corriveau Mariotech, 248 36 34. La Caisse des Jardins de la MRC de Montmagny, au cœur de votre vie. La Caisse des Jardins de la MRC de Montmagny vous offre de participer aux multiples implications à la vie communautaire qu'elle supporte dans la région. La Caisse des Jardins de la MRC de Montmagny, au cœur de votre vie. Suivez-nous sur notre page Facebook. Une bonne journée à vous. Mardi 22 octobre 2019, Bernard Généreux obtient une victoire éclatante. Les libéraux réélus avec un gouvernement minoritaire. Stephen Blaney réélu pour un 5e mandat dans Lévis-Etchemin. Feu d'un bâtiment agricole à Cap-Saint-Ignace. Nathalie Simard à Saint-Aubert pour un spectacle-conférence. Un budget de 600 000 $ pour les fêtes du 375e de la Seigneurie de la Rivière-du-Sud. Et au sport, une vague de générosité pour 23 organismes du Kamouraska en lien avec le défi Everest. Tous les détails de ces nouvelles dans un instant. Bonjour, Mesdames et Messieurs. Alors que les sondeurs prévoyaient une lutte serrée dans la circonscription de Montmagny-Lillet-Kamouraska-Rivière-du-Loup entre Bernard Généreux et Louis Gagnon du Bloc québécois, c'est finalement le conservateur qui a remporté haut la main le comté. En effet, le député sortant a réussi à se faire réélire avec plus de 42 % des voix, soit une augmentation de plus de 13 % sur l'élection fédérale de 2015, où ce dernier avait récolté 28,99 % des votes. En somme, c'est avec plus de 4 500 voix que Bernard Généreux remporte la circonscription sur son plus proche rival, Louis Gagnon, qui, lui, a quand même réussi à doubler ses appuis avec 32 %. Déception du côté du libéral Aladin Legault-d'Auteuil, qui ne récolte que 16,2 % des votes. Rappelons qu'en 2015, avec la vague rouge, la candidate libérale, Marie-Josée Normand, avait chauffé le conservateur en récoltant 28,43 % des voix. Quant au cinéaste Hugo Latulippe du NPD, ce dernier ne recueille que 6,8 % des voix, lui qui affirmait, vers la fin de la campagne, que tout indiquait que le comté allait se jouer entre Bernard Généreux et sa personne. Appelé à commenter sa défaite, le candidat bloquiste estime que Bernard Généreux a réussi à rassembler les votes fédéralistes, ce qui lui a possiblement permis de le battre dans le comté. Avec un excellent résultat de plus de 40 %, la circonscription de Montmagny-Lillet-Kamouraska-Rivière-du-Loup peut désormais être considérée comme étant un château fort conservateur, comté qui est demeuré bleu foncé malgré une campagne difficile au Québec pour le chef Andrew Scheer et une vague bloquiste. Le premier ministre sortant, Justin Trudeau, a réussi à accomplir son pari d'obtenir un 2e mandat lundi soir, mais il se retrouvera aux commandes d'un gouvernement minoritaire. À la dernière minute, à la question de l'urne, les gens ont eu plus peur du retour des conservateurs et c'est ça l'histoire qui permet au Parti libéral de performer, a commenté le sondeur Jean-Marc Léger sur les ondes de LCN. Les libéraux étaient en tête dans 156 circonscriptions vers 1 heure dans la nuit de lundi à mardi. Le chef libéral
a d'ailleurs officiellement été réélu député dans sa circonscription montréalaise de Papineau. Les conservateurs suivaient avec environ 120 candidats en voie d'être élus. Les bloquistes sont arrivés au troisième rang, ayant effectué d'importants gains, et ce, jusqu'à atteindre 32 sièges. Nous revenons de loin, mais nous irons encore plus loin, a claironné le chef bloquiste Yves-François Blanchette. Ce dernier a d'ailleurs été élu dans la circonscription de Belleuil-Chambly et fera donc son entrée à la Chambre des communes. Le chef conservateur, Andrew Scheer, a aussi gagné son siège dans Regina, en Saskatchewan. Les néo-démocrates menaient dans à peine 25 des 338 circonscriptions canadiennes lundi après minuit. Le chef du NPD, Jagmeet Singh, est malgré tout parvenu à garder son siège de Burnaby Sud, près de Vancouver. Le politologue Daniel Bélan, professeur à l'Université McGill, croit que les libéraux minoritaires auront tout intérêt à tenter de former une alliance avec les élus néo-démocrates dans les prochains jours. Ces deux partis ont plus de 170 sièges au total, ce qui est le chiffre magique pour une majorité de sièges. Ceci devrait assurer une certaine stabilité politique, mais les gouvernements minoritaires durent rarement 4 ans, a-t-il analysé. Les libéraux ont fait leurs principaux gains en Ontario, menant dans 78 circonscriptions. Le Québec aura aussi joué pour beaucoup, malgré les sièges ravis par le Bloc. Déjà, les premiers résultats venus des provinces de l'Atlantique plaçaient les libéraux en tête en début de soirée électorale. Les troupes de Justin Trudeau étaient en voie d'y élire une vingtaine de députés. Les conservateurs, qui n'étaient parvenus à gagner aucun des 32 sièges dans les Maritimes au précédent scrutin de 2015, en avaient 4, selon des résultats préliminaires disponibles lundi soir. Le NPD s'en sortait pour sa part avec un seul siège dans Saint-Jean-Est, à Terre-Neuve et Labrador. Les Verts, qui espéraient faire des gains en Atlantique, n'avaient finalement réussi à gagner la bataille que dans une seule circonscription de cette région, soit celle de Fredericton au Nouveau-Brunswick. En Colombie-Britannique, les Verts sont parvenus à faire élire leur chef, Elizabeth May, dans Saanich Gulf Island et Paul Manley dans Nanaimo-Ladysmith. Notons que dans cette province, l'ex-ministre de la Justice, Judy Wilson-Raybould, a réussi à être élue indépendante. En Beauce, le chef du Parti populaire du Canada, Maxime Bernier, n'a pas réussi à gagner son siège. « J'ai eu le privilège d'être député de la Beauce depuis 13 ans et j'accepte le résultat avec humilité », a-t-il réagi. Pour obtenir un gouvernement majoritaire, un parti doit accumuler un minimum de 170 sièges. Ces dernières semaines, la remontée dans les intentions de vote du Bloc québécois et du nouveau Parti démocratique au Canada anglais a toutefois fait pencher la balance vers un gouvernement minoritaire. À la dissolution de la Chambre, les libéraux détenaient 177 sièges, tandis que les conservateurs en avaient 95. Les néo-démocrates en occupaient pour leur part que 39 et le Bloc québécois 10. Le Parti vert avait pour sa part 2 députés, soit la chef Elizabeth May et l'élu de Nanaimo-Ladysmith, Paul Manley. 10 sièges étaient occupés par des députés indépendants ou candidats n'ayant qu'un seul représentant, comme le Parti populaire du Canada de Maxime Bernier. Le premier ministre Justin Trudeau est apparu rayonnant au terme de la soirée électorale, même s'il a perdu sa majorité. Quelle soirée incroyable, a lancé d'entrée de jeu le chef libéral sous les applaudissements de ses militants. Je vous donne ma parole. On va continuer ce qu'on a commencé parce que les libéraux savent qu'il est toujours possible de faire mieux, a-t-il ajouté un peu plus tard. M. Trudeau a joué la carte de l'unité, tendant la main aux Québécois et aux citoyens des prairies. Pour ceux qui n'ont pas voté pour nous, sachez que nous allons travailler tous les jours pour vous. Nous allons gouverner pour tout le monde. Notre équipe va se battre pour tous les Canadiens, a-t-il lancé. Mes chers Québécois, j'ai entendu votre message ce soir. Vous voulez continuer à avancer avec nous, mais vous voulez que la voix du Québec porte encore plus à Ottawa, a aussi analysé le chef libéral, en promettant de porter les préoccupations du Québec à Ottawa.
Les libéraux ont perdu de nombreux sièges au Québec au profit du Bloc québécois. Les Canadiens, en Alberta et en Saskatchewan, vous êtes une part essentielle de ce pays, a ajouté M. Trudeau, qui n'a pas fait élire un seul député dans ces deux provinces pétrolifères et qui sont à couteau tiré avec les libéraux. Le premier ministre a rappelé certaines de ses promesses phares, notamment de lutter contre les changements climatiques, lui qui estime avoir reçu un mandat clair pour aller de l'avant avec son programme électoral dans le cadre de son second mandat. L'histoire d'amour entre les citoyens de Bellechasse, les Aides-Chemins-Lévis et le conservateur Stephen Blaney se poursuivra pour un 5e mandat. Cela me touche droit au cœur, a-t-il indiqué, devant la cinquantaine de sympathisants réunis au Shaker à Lévis, où l'ambiance était à la fête. Il était accompagné de son épouse et de ses parents. Malgré la victoire des libéraux au Canada, M. Blaney s'est dit satisfait des résultats du Parti conservateur. Durant son discours, il a notamment salué le travail en Beauce de son collègue Richard Lehoux, qui a remporté son bras de fer contre le chef du Parti populaire du Canada, Maxime Bernier. « Je suis agréablement surpris par la performance de notre formation politique. On fait des gains non négligeables, a-t-il souligné. Nous réussissons à fragiliser et à envoyer un coup de semonce à Justin Trudeau pour qu'il tienne compte des besoins de la population, poursuit-il. » Durant sa campagne, M. Blaney, qui a été élu pour une première fois en 2006, a réitéré l'engagement financier de ses troupes pour la réalisation du projet de troisième lien entre Québec et Lévis, et il a promis des investissements pour développer les infrastructures routières de sa région. Par ailleurs, les conservateurs ont aussi promis la construction du ravitailleur Obélix au chantier d'Évis, un contrat qui pourrait osciller aux alentours des 500 millions de dollars et qui permettrait la création de centaines d'emplois. Le Parti conservateur s'est également engagé à poursuivre le travail des libéraux visant à inclure un troisième chantier maritime comme celui de Lévis à la stratégie nationale de construction navale. M. Blaney a occupé par le passé, à Ottawa, les postes de ministre de la Francophonie, ministre des Anciens combattants et ministre de la Sécurité publique. Dans le comté de Bellechasse, les Aides-Chemins-Lévis, 7 candidats ont livré bataille au cours des dernières semaines, soit M. Blaney, bien sûr, du Parti conservateur du Canada, Sébastien Bouchard-Théberge, du Bloc québécois, Kwan Shempuan, Nouveau Parti démocratique, Yves Gilbert, du Parti de l'héritage chrétien du Canada, Laurence Harvey, du Parti libéral du Canada, Mark Johnston, Parti populaire du Canada, et André Voyer, du Parti vert du Canada. Fait divers, un incendie a ravagé un bâtiment agricole à Cap-Saint-Ignace hier lundi. Restez avec nous, on en parle après la pause. Votre magasin Coop de Montmagny vous offre un immense choix de fruits et légumes, des mets cuisinés sur place, une poissonnerie et des bouchers à votre service, un étal de charcuterie et de fromage. C'est aussi des produits régionaux. Venez et vous verrez, votre IGA Extra, c'est plus qu'une simple épicerie. Vers 14h40 lundi, le service incendie de la ville de Montmagny a reçu un appel concernant un début d'incendie dans un bâtiment agricole situé dans la cour arrière du 1069 chemin des Pionniers-Ouest à Cap-Saint-Ignace. À l'arrivée des pompiers, ceux-ci ont confirmé l'embrasement général du bâtiment et se sont rapidement affairés à éteindre l'incendie. Les pompiers ont continué par la suite les opérations visant à maîtriser le brasier. Il est trop tôt pour connaître l'origine de ce sinistre. Toutefois, d'autres détails devraient nous parvenir sous peu. La chanteuse Nathalie Simard sera de passage à la salle communautaire de Saint-Aubert le mercredi 6 novembre 2019 à 19h pour un spectacle-conférence sous le nom « Je veux vivre ». Accompagnée de Sylvie Morin et Karine Gosselin, Nathalie Simard présentera une conférence de prévention et de sensibilisation envers toutes les formes de violence, abus de pouvoir, intimidation, agression sexuelle, maltraitance, violence amoureuse, conjugale ou familiale, une problématique sous-estimée dont personne n'est à l'abri d'être victime ou témoin
que ce soit au sein de sa famille, de ses amis ou de son réseau social ou à l'école, à la maison, au travail ou dans la rue. Les dommages causés par la violence sont minimisés et passent trop souvent sous silence. Les victimes, autant les hommes que les femmes, sont souvent plus nombreuses que l'on peut prétendre, puisqu'elles n'osent pas parler de leur passé. Les conférencières traiteront de divers sujets touchants et partageront leurs connaissances pour répondre aux questions du public. Nathalie Simard, qui célèbre ses 40 ans de carrière, chantera aussi quelques extraits de son nouvel album. Si cette conférence donnait suffisamment de courage à une seule victime de briser le silence, la conférence aurait accompli sa mission. Le coût du billet est de 15 $, taxes incluses. Il s'agit d'un grand événement puisque 250 billets sont en vente dans plusieurs milieux de la région. Le comité des fêtes du 375e de la Seigneurie de la Rivière-du-Sud a fait le point jeudi matin à l'Hôtel de Ville de Montmagny sur les préparatifs, alors que la programmation commence à prendre tranquillement forme. C'est avec une somme de 600 000 $ que les fêtes seront organisées, et ce, avec plusieurs belles surprises côté spectacle. Bien entendu, ce budget ne prend pas en compte le financement des projets phares, qui seront davantage le legs politique des fêtes du 375e, comme la réfection du centre de migration évalué à 2,5 millions de $. La grosse semaine de festivités aura par ailleurs lieu du 22 juin au 2 juillet 2021. Pour concevoir la programmation, le comité organisateur des fêtes, formé d'une douzaine de citoyens bénévoles, s'est amplement nourri du sondage tenu auprès de la population l'an dernier, puisque plusieurs bonnes idées y ont été puisées. Dans ce coup de sonde, les Manimontois et Manimontoises ont manifesté de l'intérêt pour des fêtes familiales, qui touchent à toutes les tranches d'âge et qui sont axées sur la culture, l'histoire et le patrimoine. Outre des fêtes de quartier, les répondants ont indiqué avoir un intérêt pour des feux d'artifice et des spectacles, dont une soirée à grand déploiement. Les gens seront heureux d'apprendre que nous travaillons déjà sur plusieurs projets qui seront dévoilés plus tard, de dire Mario Dolan, qui a accepté d'animer les rencontres du comité organisateur, dont le mandat est d'organiser des fêtes par et pour les citoyens. Puisque le succès des fêtes reposera sur la participation active de la population, le comité des fêtes du 375e est, bien sûr, ouvert aux suggestions et aux propositions d'activités qui viendront bonifier la programmation. C'est d'ailleurs dans cet esprit qu'a été mis sur pied le programme Héritage 375e, une mesure qui soutiendra financièrement les projets proposés et organisés par des citoyens ou des organismes de notre milieu pour un budget total de 100 000 $. Les projets devront être soumis avant le 31 mars 2020 au comité de sélection. Un comité d'évaluation jugera de l'admissibilité des projets selon une grille de critères bien définie. En outre, nous désirons soutenir des projets rassembleurs et qui mobiliseront le plus de citoyens possible et qui feront rayonner Montmagny au-delà de ses frontières. Le comité pourra fournir une aide pouvant atteindre 10 000 $ par projet retenu, explique le coordonnateur des fêtes, Jean-François Roy, ajoutant que les projets peuvent être à la fois un nouvel événement ou encore un projet existant qui prendrait de l'ampleur. Par ailleurs, le comité des fêtes a annoncé que le sympathique Mathieu Sirois agira à titre de chargé de projet afin de faciliter la cohésion avec les sous-comités qui couvrent les volets traitant de programmation, d'histoire, de commandite et de communication. Outre messieurs Dolan et Roy, le comité des fêtes peut aussi compter sur la présence des mesdames Isabelle Normand et Joanne Cyr, de même que sur messieurs Bernard Boulay, Gaston Caron, Émile Gagné, Bernard Godreau, Maxime Létourneau, Patrick Morancy, Christian Noël, Rénald Ouellette et Stéphane Roy. Dans quelques instants, les sports. Vous cherchez une manière active de vous déplacer? Pourquoi pas le faire en vélo? L'activité numéro 2 du palmarès 150 de participation. Tout le monde est prêt? Oh oui! On y va! Aujourd'hui, je vais pédaler avec l'équipe de Manuvie.
Inscrivez-vous à participation.com et cochez le plus d'activités possible sur votre liste. Manuvie Vitalité aide les Canadiens à devenir plus actifs pour améliorer leur qualité de vie. Manuvie, fier partenaire principal du palmarès 150 de Participation. Côté sport, ce 18 octobre, à la salle des Jardins du Centre Bombardier de la Pocatière, le défi Everest en équipe avec Chevron-Dionne a tenu sa soirée de remise officielle de dons découlant des collectes de fonds effectuées avec cœur par les 36 équipes ayant participé au premier défi Everest à la Pocatière. Ces efforts conjugués auront permis de remettre un total de 66 939,91 $ à 23 organismes, les appuyant ainsi dans leur rôle important envers la population du Kamouraska. Lors de cette soirée émouvante, les représentants des organismes bénéficiaires pour 2019 ont pu témoigner de leur reconnaissance envers ces équipes qui ont mis autant d'énergie à marcher dans la côte qu'à récolter de généreux montants pour leurs bénéfices. Ils ont également pu donner des détails sur l'utilisation de ces sous et l'impact majeur sur leur clientèle. Voici les montants organismes montants remis Association des personnes handicapées du Kamouraska-Est, 5 049 $, le camp Canawish de Rivière-Ouelle, 5 940 $, le Carrefour des jeunes de la Pocatière, 1 235 $, le CDR de Saint-Onésime, 3 351 $, Centraide Bas-Saint-Laurent, 1 500 $, le Club Judo de la Pocatière, 1 424 $, le Club J'imagine, 2 491 $, le Collège de Sainte-Anne de la Pocatière, 5 780 $, Comité des répondants de l'Escadron 761, région du Kamouraska, 1 500 $, Comité du Parc, 2 090 $, le CPE La Ferrandole, 2 039 $, l'École La Pruchière, 1 410 $, l'École Sacré-Cœur, 4 256,50 $, Fondation de la Maison des Jardins de soins palliatifs du QRTB, 3 320 $, la Fondation de l'Hôpital Notre-Dame de Fatima, 8 378,81 $, la Fondation du Cégep de la Pocatière, 3 160 $, la Fondation pour les personnes déficiences intellectuelles du Bas-Saint-Laurent, le CRDI TSA-BSL, 2 715 $, la Fondation Jeunesse de la Côte-du-Sud, 1 150 $, le Groupe Scout de la Pocatière, 1 900 $, la Traversée, 2 590 $, Moisson Kamouraska, 1 468 $, Petite École Montessori de la Pocatière, 1 520 $, Tandem Jeunesse, 2 402,60 $. Total, 66 939,91 $. Cette soirée de remise des dons sonne la fin des activités du défi Everest à la Pocatière pour l'édition 2009. Les détails concernant l'événement de 2020 vous seront communiqués sous peu. Les représentants des organismes souhaitant témoigner de leur expérience à ce premier défi Everest la Pocatière sont invités à prendre contact avec Cathy Gagnon, agente aux communications pour le défi Everest. Voilà ce qui complète notre bulletin d'actualité pour aujourd'hui. Si vous avez des nouvelles à nous transmettre, vous pouvez le faire en communiquant avec notre salle des nouvelles au 418-241-1313, poste 226. Ou encore, vous pouvez nous écrire à nouvelles@cmatv.ca. Vous pouvez également nous suivre comme plus de 12 070 personnes le font maintenant sur la page Facebook de cmatv.ca. Vous êtes à l'antenne du réseau de télévision CMA-TV, le média le plus regardé et le plus suivi, ce qui le confirme, numéro 1 de l'information sur la Côte-du-Sud. Voilà, c'est tout pour l'instant. Dans quelques minutes, les prévisions de la météo très peu encourageantes et également, nous avons pour vous les heures de la marée. La Caisse des Jardins de la MRC de Montmagny, au cœur de votre vie. Les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation.
La résidence Manoir Saint-Louis pour vivre au quotidien dans une ambiance familiale. Activités pour tous les goûts et tous les âges. La résidence Manoir Saint-Louis pour personnes autonomes et semi-autonomes, rue Saint-Jean-Baptiste à Montmagny. Pour vivre paisiblement et en toute sécurité. 248-0071. Les prévisions de la météo. Une présentation de Laurando Portes et Fenêtres, 164 4e rue Montmagny. Laurando Portes et Fenêtres, haute performance et qualité à juste prix. Des produits certifiés Énergie-Star directement du fabricant et un savoir-faire depuis bientôt 100 ans. Laurando Portes et Fenêtres, fabrication, vente, installation et salle de montre au 164 4e rue à Montmagny et sur laurando.com. Alors, à la météo, on a connu hier une belle journée. Écoutez, hier après-midi, là, vers le milieu de l'après-midi, là, c'était aux alentours de 20 degrés. À certains endroits, là, c'était beau. C'est vraiment une belle journée d'automne. Et ça a paru aussi sur la participation au vote. Quand il fait beau, bien, les gens sortent ici parce qu'il y a certaines régions au Canada là, qui ont connu des pluies torrentielles. Bien, le vote n'a pas sorti et on comprend ça. Donc, une belle journée pour aller voter hier, en ce lundi 21 octobre. Aujourd'hui, c'est beau, mais ça va se gâter au cours des prochaines heures. On regarde en détail d'abord notre image radar qui démontre qu'on aura encore une belle journée, mais je dirais un bel avant-midi. Et ça va commencer à se compliquer là, au cours de l'après-midi avec du temps généralement nuageux. Et des vents devenant du nord-est à 20 km/h avec des rafales à 40 en avant-midi. Maximum de 10 degrés pour Montmagny-Lillet, 12 pour la Pocatière, 11 pour Saint-Paul-de-Montmagny et Saint-Pamphile. Ce soir et cette nuit, du temps nuageux, pluie débutant vers minuit. On parle d'un 10 à 20 mm de précipitations avec des vents du nord-est de 30 km/h en rafale pouvant aller jusqu'à 50 avec un minimum quand même confortable de 8 degrés. Pour demain, mercredi, de la pluie, on parle de 20 à 30 mm. Donc, je vous ai dit 10 à 20 pour la nuit prochaine et 20 à 30 supplémentaires pour la journée de mercredi. Donc, une journée maussade, là, de la pluie quand même parfois forte avec des vents du nord-est de 20 km/h avec des rafales à 40 qui deviendront légers en mi-journée. Vent devenant du sud-ouest à 20 km/h avec rafales à 40 tard en après-midi, température stable à 8 degrés pour demain mercredi. Mais à partir de jeudi, là, ces nuages, cette dépression là, qui va nous affecter au cours de la nuit et la journée de mercredi, va tranquillement disparaître vers l'est et laisse place à une alternance de soleil et de nuages pour la journée de jeudi avec 30 % de probabilité d'averse et un maximum de 10 degrés. Pour la nuit de jeudi à vendredi, on parle de passage nuageux avec 30 % de probabilité d'averse, minimum de 7 degrés. Et pour vendredi, c'est une belle journée, alternance de soleil et de nuages avec un maximum de 10 degrés. Ce sera beaucoup plus frais pour la région de Kamouraska avec 6 degrés. Pour la nuit de vendredi à samedi, passage nuageux, minimum frais de 3 degrés. Pour samedi, belle journée de soleil et de nuages avec un maximum frais de 8 degrés. Pour la nuit de samedi à dimanche, ciel dégagé, minimum de 0. Et pour dimanche, du temps nuageux avec un maximum de 8 degrés. Pour la nuit de dimanche à lundi, nuageux avec 30 % de probabilité d'averse, minimum de plus 3 degrés. Et pour lundi, la semaine débute sous les nuages avec un maximum de 9 degrés. Les normales de saison à ce temps-ci de l'année sont de 8 le jour, moins 1 la nuit. Le soleil s'est levé à 7h09 ce matin, se couchera à 17h44 pour ce soir. La température la plus élevée a été enregistrée en 2007 avec 21,9 degrés pour un 22 octobre et la plus fraîche en 2008 avec moins 6,8 degrés. En 2016, on a reçu 48,1 mm de pluie. C'est de l'eau, ça. Hier, aucune précipitation enregistrée. On a connu quand même un maximum de 12,3 degrés
et un minimum de 0,4 degrés au cours de la nuit dernière. La pression barométrique est actuellement à 102,4 kPa et c'est surprenant, la tendance est à la hausse avec les prévisions qu'on a pour les prochaines heures. L'humidité est à 94 %. Il fait actuellement 8 degrés et les vents soufflent faiblement à 5 km/h de direction nord-est. Pour les heures de la marée, elle était basse à 6h55 ce matin. Elle sera haute à 12h33 et de nouveau basse à 19h07 ce soir. Voilà, ça complète. Donc, à prévoir là, de bonnes précipitations, de la pluie parfois forte demain. Et ça se dégage jeudi pour nous apporter une alternance de soleil et de nuages jusqu'à dimanche où le temps redeviendra beaucoup plus nuageux. Profitez des avantages exclusifs aux membres des Jardins. Visitez le www.desjardins.com pour les découvrir. Les caisses Desjardins de la région vous souhaitent bonne journée. Lorsque vous roulez et vous apercevez une intervention policière, vous devez respecter le corridor de sécurité. C'est pour protéger la personne qui intervient. Sinon, vous risquez une amende entre 200 et 300 $ et 4 points d'inaptitude. Le corridor de sécurité, ça s'applique pour les véhicules d'urgence, de surveillance et de remorquage. Assurez-vous bien de respecter le corridor de sécurité. Vous regardez le réseau de télévision C'est ma TV. Les anniversaires IGA vous sont présentés par votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny, qui vous rappelle que bien manger, ça commence dans votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Venez vivre la différence à votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. C'est aujourd'hui mardi, le 22 du mois d'octobre 2019, et c'est le temps de souhaiter bon anniversaire à nos jubilaires de ce 22 octobre. Eh bien, aujourd'hui, c'est l'anniversaire à Christian Richard de Montmagny. C'est de la part de votre sœur Catherine. Donc, bon anniversaire, Christian Richard, aujourd'hui, 22 octobre. Bon anniversaire à Lynn Picard-Bossé de Longueuil, qui peut nous regarder via notre page Facebook, alors qu'on est en direct tous les matins. C'est de la part de ses beaux-parents et Gilles. Donc, bon anniversaire, Lynn Picard-Bossé de Longueuil. Si vous regardez de Longueuil, bien, salutations de la part des gens de la Côte-du-Sud. Aujourd'hui, 22 octobre, c'est l'anniversaire à Cécile-Nicole de Montmagny. C'est de la part d'une amie. Bon anniversaire, Cécile-Nicole. Bon anniversaire à Jean-Pierre Després, qui s'occupe, entre autres, de Haïti, ce bazar qu'on a connu au cours du mois de juin dernier. Monsieur Jean-Pierre Després, qui est toujours très actif. Donc, M. Després, bien, c'est le groupe de prière Saint-Thomas qui vous souhaite bon anniversaire en ce 22 octobre. Et bon anniversaire aujourd'hui à Candide Lacasse de la chorale Saint-Thomas. Alors, bon anniversaire, Candide Lacasse. Souvent, si vous assistez aux célébrations du dimanche, eh bien, souvent, on entend à l'arrière, après les célébrations, ma chère Candide, c'est à ton tour. Donc, imaginez-vous qu'ils sont une cinquantaine de personnes qui font partie de cette magnifique chorale. Alors, ça fait du monde à souligner les anniversaires. Donc, ce sera probablement qu'on entendra chanter ce 22 octobre, ou peut-être qu'ils l'ont fait dimanche dernier, à Mme Candide Lacasse de la chorale Saint-Thomas. Vous voulez souhaiter bonne fête aux gens que vous aimez, vos parents, vos amis? Bien, tout simplement. Vous nous appelez en tout temps au 88 241 13 13 poste 229 pour souhaiter bonne fête aux gens que vous aimez, vos parents, vos amis. Et parmi tous les fêtés de la semaine, tout le monde a le droit et peut gagner un certificat cadeau de 25 $ offert par votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Aujourd'hui, 22 octobre, c'est l'anniversaire à Yvan Ponton, comédien, mais aussi animateur, entre autres, du tennis. Excellent animateur d'ailleurs. Yvan Ponton, qui a déjà 74 ans. Helmut Lotti, chanteur belge, 50 ans. Stéphane Quintal, adjoint du préfet de discipline de la Ligue nationale de hockey, 51 ans, qui a également joué pour les Canadiens de Montréal. Jeff Goldblum, acteur américain, 67 ans. Raymond Bachand, ex-ministre des Finances du Québec, 72 ans. Claude Charon, ex-animateur de TVA, 73 ans. Et Catherine Deneuve, actrice française, elle a 76 ans aujourd'hui. Les disparus de ce 22 octobre,
Eh bien, Gilberto Benetton, 77 ans, chef d'entreprise italien, cofondateur et co-directeur avec ses frères et sa sœur du groupe Benetton. En 1998, Jean Raffa, 88 ans, fantaisiste français. Lino Ventura, 68 ans, acteur italien, décédé en 87, ça fait quand même un bon bout de temps. Et en 79, Nadia Boulanger, 92 ans, musicienne française et chef d'orchestre. Voilà pour les anniversaires de ce vendredi 22 octobre. Dans quelques instants, on vous présente une chronique avec l'ornithologue Jocelyn Landry. Et en dernière partie de notre émission, on avait invité tous les candidats qui étaient en lice pour cette élection, des candidats dans le comté de Montmagny, Lilley, Kamouraska, Rivière-du-Loup. Tout le monde avait été invité, mais comme M. Généreux a été élu et ne peut se présenter ce matin. Alors, ce sera notre ami José Soucy qui viendra nous résumer un peu cette campagne électorale qui a pris fin hier et qui a donné M. Bernard Généreux réélu dans Montmagny, Lilley, Kamouraska, Rivière-du-Loup. Voilà, bonne fin d'émission. Luminaire Futura, c'est d'abord le spécialiste du luminaire sur la côte du Sud. Luminaire Futura, c'est aussi le dépositaire des fameux poêles Big Green Egg pour cuisiner sans pareil. Luminaire Futura peut aussi meubler vos patios avec un choix d'accessoires et de couleurs vraiment d'avant-garde. Luminaire Futura, 125 Taché Ouest, Montmagny. Vous regardez le réseau de télévision C'est ma TV. Bonjour, mon nom est Jocelyn Landry. Il me fait plaisir de vous accompagner pour une autre capsule ornithologique, une chronique qui a pour but de vous montrer des bons endroits à Montmagny où on peut profiter du plein air, mais de l'observation d'oiseaux, un passe-temps, l'ornithologie qui est de plus en plus populaire. Et aussi, du même coup, aujourd'hui, on va vous parler de Grand Noix des Neiges. Déjà, à la dernière émission, on vous a raconté un petit peu la migration de l'oiseau. Un oiseau qui part des terres de Baffin, qui niche là-bas, qui utilise Montmagny comme une halte routière, si on peut dire, sur son voyage qui l'amène dans les terres de la côte est américaine. Et puis, le printemps, un voyage en sens inverse qui les amène surtout dans nos champs. Les oies blanches, depuis les derniers 20 ans, ont beaucoup changé leur comportement. Vous entendez parler de la Grande Noix des Neiges un peu partout dans le Québec. On pense entre autres au lac Saint-Jean, où l'oiseau était peu présent autrefois. Il faut savoir qu'au début de la colonie, les oies blanches étaient vraiment évidentes à observer entre le Cap Tourmente et Montmagny. Jacques Cartier, dans son cahier de bord, avait identifié dans son carnet que les oies étaient présentes sur les battures de l'île aux Oies, qu'il a lui-même nommé oies blanches avec un Y. Il disait nombre d'oies blanches et grises. Donc, c'était à son voyage d'automne, puisque les oies qui sont grises, ce sont les oisons, les jeunes oiseaux qui ont à peine 3 mois. Les oies blanches ont toujours mangé dans les battures entre l'île aux Oies, le Cap Tourmente et Montmagny, au mélange des eaux douces et des eaux salées, on dit en eau saumâtre, puisqu'ici, au mélange de l'eau douce et de l'eau salée du fleuve Saint-Laurent, la plante qui est vraiment résistante, c'est le Syrpe d'Amérique, S-C-I-R-P-E. Le Syrpe, c'est la nourriture de prédilection de l'oiseau. On pourrait même dire qu'elle a, l'oie blanche, des petites denticules sur le bord du bec, sur le bord de la langue, lui permettant d'extraire du sol le rhizome, la racine. Donc, l'oie blanche se plonge la tête dans la vase, va chercher les rhizomes, va tirer fort sur cette riche énergie lui permettant de faire sa migration. Nos oies blanches, cependant, ont changé leur comportement millénaire dans les derniers 20 ans à se nourrir dans un nouvel habitat qui a été créé par l'homme, soit les terres agricoles. Je le mentionnais lors de la dernière émission, il existe dans l'Ouest canadien la Petite Oie des Neiges qui est au nombre de 3 millions à 5 millions et là-bas, les oiseaux ont profité des prairies et ont augmenté en nombre de façon catastrophique. On pourrait penser qu'à un moment donné, Dame Nature fait bien les choses. Lorsqu'il y a trop d'oiseaux, il manque de nourriture, les oiseaux sont plus sujets à attraper des maladies et on voit alors la population d'oiseaux diminuer. Là. Donc, ça peut arriver à l'occasion qu'on ait ce genre de situation. Et c'est pas arrivé dans le cas des petites oies des neiges, puis c'est pas arrivé non plus dans le cas des grandes oies des neiges. Les grandes oies des neiges, ici, on apprend tout simplement que ce sont des oiseaux qui vont
s'adapter. C'est une des espèces les plus adaptatives. Elles ont découvert ces terres agricoles et elles ont découvert qu'on pouvait produire maintenant du maïs au lac Saint-Jean. Donc, au nord, maintenant, sont présentes les oies blanches. Donc, elles ont changé leur comportement, se nourrissent dans les champs, délaissent un peu les battures parce qu'il y a une forte pression de chasse aux abords du fleuve. Donc, les oiseaux sont plus en sécurité dans les terres et utiliseront les battures la nuit pour s'alimenter pendant toute la nuit dans les secteurs où il y a de la chasse habituellement. Les chasseurs étant au sommeil, c'est l'endroit idéal que les oiseaux utiliseront pour aller chercher leur énergie. Donc, nos oies blanches ont changé, ont profité des grands changements en milieu agricole. Ici, la Grande Oie des Neiges est rendue autour de 1 million d'individus. Donc, on peut se poser des questions. Quand il y a trop d'une espèce, qu'est-ce qui se passe? C'est que dans des endroits comme l'Arctique, où la nourriture prend du temps à se régénérer, bien là-bas, s'il y a trop d'oiseaux, ça laisse derrière les oies blanches un sol acide où il n'y a plus de nourriture qui pousse, non pas seulement pour les oies blanches, mais pour d'autres espèces d'oiseaux aussi. Alors, on suit ça de près. C'est l'oiseau le plus étudié par le Service canadien de la faune. Il n'est pas rare au quai de Montmagny de voir des oies blanches avec des colliers dans le cou, avec un émetteur permettant de connaître leur déplacement et de savoir où elles vont, combien de jours elles vont passer dans une région ou dans une autre. On sait qu'autrefois, je dis autrefois, mais il y a une vingtaine d'années, dans les années 90, les oiseaux passaient 12 jours à Montmagny et passent maintenant seulement 9 jours sur notre territoire. Alors, on suit la situation de près. Une chose est sûre, les oies blanches d'aujourd'hui, les adultes, enseignent à leurs jeunes à s'alimenter dans les champs. C'est un nouveau comportement et ça change un petit peu la dot, là. Entre autres, le printemps, ça cause chez nous, et je le disais l'autre jour, des retombées, des pertes en milieu agricole assez importantes. Donc, je disais 1 million de pertes en milieu agricole à l'est du pont de Québec. Alors, c'est pour ça qu'on aura, exemple, à Cap-Saint-Ignace, un système permettant de chasser du côté sud de la 132. Donc, les cultivateurs sont contents parce qu'ils voient des renforts avec les chasseurs qui viennent chasser dans leur champ, qui effarouchent les oies de leur champ. Et puis, du côté nord de la 132, on donne littéralement les champs aux oies blanches. Donc, ça veut dire que les agriculteurs qui ont des champs du côté nord, eux autres seront dédommagés par l'assurance récolte ou par d'autres programmes, permettant ainsi de centraliser les oiseaux dans certains secteurs. Sinon, on envoie les oiseaux dans le champ du voisin. Donc, ça prend des secteurs qu'on appelle des champs attrayants, des champs qui sont pensés spécifiquement pour recevoir le trop-plein d'oiseaux qui débordent chaque printemps, parce qu'il faut savoir que pour les agriculteurs, c'est véritablement des pertes. Il y a quelques années, on avait fait des tests dans la région, on avait placé des canons d'aéroport dans les champs. Les champs étaient tous mangés par les oies blanches, c'était jaune à la fin du printemps, vers le 23 mai, et il y avait parfois le canon qui tournait sur lui-même avec un petit rond de verdure sur ses abords, comme quoi les oiseaux s'adaptent, comme je le disais tout à l'heure, en groupe. Elles ont cette façon de comprendre et d'éviter aussi les zones de chasse, d'éviter les... Alors, il faut prévoir, il faut calculer, il faut organiser notre territoire si on veut garder les oies blanches dans la région. C'est un peu un appel à tous du même coup à vous dire qu'il est important de ne pas prendre les oies blanches pour acquis dans notre région. On dit Montmagny, capitale d'oies blanches. Donc, c'est important d'avoir des sentiers d'accès pour aller observer nos oiseaux. C'est important aussi de respecter les secteurs protégés, de ne pas déranger les oiseaux dans les secteurs qui sont protégés. Et il y a des secteurs spécifiques aussi pour la chasse où on va aller chercher des données scientifiques aussi qui vont nous aider. Parce que vous savez que ce sont les chasseurs qui aident et contribuent à contrôler nos populations d'oiseaux, mais aussi à apprendre énormément d'informations sur le passage migratoire de nos oies blanches et de toutes les autres espèces qui voyagent en même temps que les oies blanches. Je pense aux autres espèces de sauvagines, c'est-à-dire les espèces de canards, donc le gibier à plumes qu'on peut chasser ici. Donc, les chasseurs contribuent à mieux connaître. D'ailleurs, on dit qu'en Amérique, les oiseaux qui sont chassés sont les oiseaux les plus en grand nombre. Donc, la quantité du troupeau de Grande Oie des Neiges et de canards en général se porte quand même assez bien. Donc, intéressant de voir qu'on a une saine gestion de nos territoires, mais il ne faut pas, comme je le disais, les prendre pour acquises et il faut ici, dans la région, se doter d'endroits où on peut observer, où on peut chasser. D'ailleurs, à ce propos,
il y a quand même une belle sagesse là, dans notre région, à savoir que l'un des plus anciens traités de chasse dans le monde a été signé en 1803 du côté de Cap-Saint-Ignace. Là-bas, les cultivateurs, se rendant compte, les paysans, qu'ils envoyaient à coups de mousquet les oies chez le voisin, qu'ils s'envoyaient mutuellement le problème de ces oies brouteuses dans les champs, eh bien, ils se sont organisés des secteurs protégés. Et ça a été un peu un début dans l'art de gestionner notre faune. Alors, c'est typique à notre culture, sûrement emprunté du savoir-faire autochtone, que celle de garder dans notre garde-manger suffisamment de réserves pour le printemps suivant. Donc, de là, l'idée de ne pas exterminer une espèce, mais d'y aller avec un nombre d'oiseaux qu'on est en mesure de tuer. Il faut savoir que la chasse n'est pas toujours en déclin. Il y a de moins en moins de chasseurs à la sauvagine. Alors, c'est une activité qui est très populaire dans la région, la chasse. On pratique la chasse à la sauvagine sur tous les abords du fleuve Saint-Laurent, surtout à la hauteur du lac Saint-Pierre et dans le secteur aussi du lac Saint-Jean. En terre agricole, on va voir aussi beaucoup d'activités de ce côté-là. Ici à Montmagny, on a eu déjà un centre d'interprétation sur les oies blanches, le Centre éducatif des migrations. Nous n'avons plus aujourd'hui pareil équipement pour en faire l'interprétation. Si vous voulez l'automne profiter du grand spectacle des oies blanches, le quai de Montmagny demeure encore aujourd'hui un endroit magnifique pour découvrir l'oiseau, les yeux dans les yeux. Et pour bien planifier votre visite lorsque vous allez venir à Montmagny observer les oies blanches, vous n'avez qu'à penser à l'horaire du traversier. Lorsque le traversier voyage, c'est-à-dire que la marée est haute, et donc on est à coup sûr chanceux de voir les oies blanches se rapprocher, n'ayant nul autre choix que de s'alimenter aux abords du quai, qui est la limite du sanctuaire fédéral de l'endroit qui est prévu pour nos oies blanches. Alors, le marais de Canard illimité à Montmagny est aussi un bel endroit. C'est pas là que vous allez voir des oies blanches, c'est là que vous allez voir des canards. Il y en a de plusieurs espèces, au moins une douzaine que vous pourriez voir en migration. Je vous ai déjà parlé de la sarcelle à aile bleue qui arrive d'aussi loin que le Brésil, qui va partir dans les premiers voyages de l'automne. Et c'est les grands vents, souvent, qui vont souffler nos oiseaux au sud, mais qui vont nous approcher d'autres oies blanches. Alors, nos oies blanches, il faut les compter dans le paysage de Montmagny, disons à la fin du mois de septembre. Il est possible que vous ayez observé des oies blanches un peu avant cette date. C'est parfois des oies blanches estivantes, des oies qui, blessées le printemps, n'ont pas eu la possibilité de voyager vers le nord pour aller pondre leurs œufs, ont parfois pondu leurs œufs sur des rochers dans les îles ici de Montmagny. On pense au récif de l'île aux Oies qui porte assez bien son nom. Il y a d'ailleurs un rocher aux abords de l'île aux Oies qui s'appelle le rocher de l'hôpital, où les oiseaux éclopés se retrouvent avec les courants puis les vents. Et c'est sur ce rocher que vous allez voir des éclopés qui vont former des couples, qui vont avoir des petits. Et ces jeunes-là vont revenir l'année suivante au même endroit. On appelle ça des oies estivantes, là, des oies qui passent l'été avec nous. C'est elles, c'est les premières oies que vous allez voir évoluer sur les battures de Montmagny l'automne. Et il va se joindre à ces oiseaux un peu plus tard l'arrivée des... En fait, les premières oies qui vont nous arriver du nord, c'est des oies qui n'ont pas de petits, qui peuvent descendre plus rapidement. Des oiseaux qui ne sont pas encore matures, qui n'ont pas atteint l'âge mature de 3 ans, l'âge pour s'accoupler. Donc, ces oiseaux-là vont descendre plus rapidement. Les familles étant retardées par les oisons qui, comme je le disais, n'ont pas terminé la musculature de leurs ailes. Ces oisons qui vont nous arriver aux environs de la 2e semaine d'octobre. Il y aura donc toujours des oies dans le paysage de Montmagny de la fin septembre à la fin octobre, mais ce seront des vagues successives d'oiseaux qui vont s'échanger. Lorsque vous voyez une oie blanche qui est tout blanche, elle arrive du Grand Nord. Elle est toute blanche, elle va s'alimenter dans nos battures, elle va manger du cirpe en se plongeant la tête dans la vase et le fer présent dans l'eau. Vous savez, quand vous voyez l'eau de la rivière du Sud qui coule couleur sirop d'érable, c'est qu'il y a beaucoup de fer dans l'eau et puis ça va s'oxyder, ça va faire de la rouille et ça va s'accumuler dans le plumage de l'oiseau. Donc, nos oies blanches vont être toutes rouillées
quand ça fait 2 semaines qu'elles passent dans notre région, quand elles sont tout blanches, c'est qu'elles arrivent du Grand Nord. Vous allez être capable de voir cette distinction. Autre phénomène intéressant à observer à partir du quai de Montmagny l'automne, c'est de voir des oiseaux qui sont noirs au lieu d'être blancs. Moins de 1 oie sur 100, jeune oiseau, au lieu d'être grise, elle va être toute noire. Et adulte, elle sera noire avec la tête blanche. Donc, c'est un phénomène génétique. Il est normal de voir dans une volée d'oies blanches 1 ou 2 de ces oiseaux que vous allez voir, là, donc on dit moins de 1 sur 100. Autre truc que vous pourriez voir, si vous avez des jumelles ou un télescope, vous pourriez voir une oie blanche avec un collier jaune dans le cou, un collier d'identification. Ce sont des gros chiffres, 2 lettres, 2 chiffres, permettant de nommer l'oiseau. Vous allez sur le site du Service canadien de la faune et vous pourrez connaître à quel moment l'oiseau a eu sa bague, combien de petits elle a eu l'année passée ou l'année d'avant. Est-ce qu'il s'agit d'un mâle ou d'une femelle? Est-ce que l'oiseau était accompagné de ses petits? Et d'ailleurs, on va vous poser des questions sur le site web, à savoir, est-ce que l'oiseau que vous avez vu aujourd'hui était accompagné? Est-ce que l'oiseau était dans un champ ou sur la bâture? Bref, vous allez contribuer à donner des informations scientifiques nous permettant de mieux gestionner, si on peut dire, la population de grandes oies des neiges. Alors voilà, c'est une autre activité qu'on peut faire lorsqu'on va observer les oies blanches au quai de Montmagny que de découvrir des raretés, donc des oiseaux d'une autre couleur, des oiseaux avec des colliers, et remarquer les petites familles. Vous allez toujours voir vos couples d'oies blanches ensemble pour la vie et les 4 ou 5 de l'année qui seront ensemble. Parfois, vous verrez des années où il y a plus de petits que d'autres années, tout dépendant si les conditions de nidification étaient bonnes. Parfois, le gel dans l'Arctique va faire que nos oiseaux auront la vie dure. Avant ça, les œufs gelaient tous les 4 ans, mais c'est un phénomène qui tend à s'estomper, donc la population n'arrête pas de grandir. Alors, c'est le genre de spectacle que vous pourriez voir à Montmagny. Nous vous invitons cet automne à marcher sur les bâtures. C'est une activité qui coûte 0 $ et qui permet un véritable dépaysement chez nous, d'aller souligner le printemps et l'automne, la migration des grandes oies des neiges, un oiseau qui nous représente très bien. Alors, merci à tous. Mon nom est Jocelyn Landry. Ça m'a fait plaisir de vous parler d'oies blanches aujourd'hui et nous aurons d'autres capsules que je vous invite à découvrir très bientôt. Au plaisir! Profitez des avantages exclusifs aux membres des Jardins. Visitez le www.desjardins.com pour les découvrir. Les caisses Desjardins de la région vous souhaitent bonne journée. Votre magasin Coop de Montmagny vous offre un immense choix de fruits et légumes, des mets cuisinés sur place, une poissonnerie et des bouchers à votre service, un étal de charcuterie et de fromage. C'est aussi des produits régionaux. Venez et vous verrez, votre IGA Extra, c'est plus qu'une simple épicerie. Les prévisions de la météo. Une présentation de Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet. Toujours à l'écoute de vos besoins. La météo est présentée par Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet, où des professionnels de chez nous sont heureux de répondre à tous vos besoins en assurance. Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet est là, dans la région, pour ses membres et la communauté. Les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation. Situé au cœur de Montmagny, Iris dispose d'une variété de lunettes et vous offre les services d'examen de la vue et le suivi de chirurgie au laser. Iris Montmagny, 2 boulevard Taché-Est, 241-5252. Iris Montmagny, faites l'expérience d'une meilleure vision maintenant. La chronique des offres d'emploi présentée par le Centre d'aide et de recherche d'emploi Montmagny-Lillet, le CAR, organisme à but non lucratif, à Montmagny, Saint-Fabien-de-Panay, Saint-Pamphile et Saint-Jean-Port-Joli, 418-248-9559 ou lecar.ca.
Alors, c'est le temps de vous présenter notre chronique des offres d'emploi de ce mardi 22 octobre. Eh bien, au secours, nous recherchons activement commis vendeurs ou vendeuses à temps plein. Expérience dans la vente, avoir le sens et le goût de la décoration, recevoir la marchandise, installer des luminaires, préparer les commandes pour livraison, faire l'inventaire chez Luminaire Futura, boulevard Taché-Ouest à Montmagny. Nous recherchons personnes débrouillardes, autonomes, grande capacité à assurer les suivis, à régler les problèmes, grande capacité d'apprentissage, facilité dans les escabeaux et surtout vouloir travailler le samedi en rotation. Ça vous intéresse? Luminaire Futura, boulevard Taché-Ouest, Montmagny, ou encore vous pouvez téléphoner à Suzanne au 248-73-35 ou encore lui écrire à suzanne@éclairageremont.com. Luminaire Futura, ce beau magasin de luminaires à Montmagny qui est à la recherche d'un commis-vendeur ou d'une commis-vendeuse à temps plein. La résidence des bâtisseurs Monseigneur-des-Chênes à Montmagny, qui vient tout juste de changer de main, là, est à la recherche de directeurs-directrices pour les services alimentaires, cuisiniers, cuisinières, aide-cuisinières, plongeurs, aide-plongeurs, service aux tables, préposés aux résidents. Si ça vous intéresse, un petit job à temps partiel peut-être même, bien, vous n'avez qu'à vous informer au 248-15-17 et vous joindre à une belle équipe de travail qu'est la résidence des bâtisseurs Monseigneur-des-Chênes à Montmagny. Prolam, situé à Cap-Saint-Ignace depuis 1997, une belle entreprise qui se trouve parmi les joueurs de haut niveau sur le marché nord-américain de plancher de remorque, est à la recherche d'électromécaniciens, électromécaniciennes ou encore de journaliers. Donc, ça vous intéresse? Les emplois à combler sont à temps plein permanent. La formation au poste de travail est donnée sur place par du personnel qualifié et des formateurs externes. Les conditions de travail offertes sont très compétitives et l'environnement est structuré et sécuritaire. Si vous êtes une personne sérieuse et que vous cherchez un emploi stable à long terme dans un milieu de travail sécuritaire, faites parvenir votre curriculum vitae à rh@prolamfloor.com. Oui, alors rh@prolamfloor.com ou encore, vous n'avez qu'à vous rendre directement chez Prolam à Cap-Saint-Ignace et d'aller porter votre curriculum vitae en personne, pourquoi pas. Bois d'Aquam à Saint-Just-de-Bretonnière qui est à la recherche de manœuvres, mécanicien industriel, mécanicien machinerie fixe, technicien contrôle qualité, technicien en électronique et programmation. Chez Bois d'Aquam, on a une longueur d'avance. Faites parvenir votre curriculum vitae à sophie.l'italien@daquam.com ou encore allez-y directement chez Bois d'Aquam, à Saint-Just-de-Bretonnière, une belle entreprise, un beau fleuron de notre région. Excusez-moi. Maintenant, chez Marquis, on est à la recherche de conducteurs de pileuses, opérateurs de colleuses, pressiers numériques, conducteurs de brocheuses, aides-reliures, margeurs, opérateurs de cellules de finition robotisées, opérateurs de cellules d'impression et d'assemblage numérique, expéditeurs caristes. Alors, si ça vous intéresse, eh bien, il y aura une porte ouverte de 9h à midi le 26 octobre, c'est ce samedi. Donc, si ça vous intéresse, là, Marquis Imprimeur, une belle entreprise, un autre beau fleuron de la Côte-du-Sud. Vous pouvez également prendre de l'information sur ces offres d'emploi au 418-281-1760, 281-1760, Marquis Imprimeur. Vous rappelez que cette chronique des offres d'emploi est présentée par le Centre d'aide en recherche d'emploi Montmagny-Lillet et que si vous vous rendez sur le site du lecar.ca, eh bien, vous allez voir, on les voit d'ailleurs à l'écran, ces offres d'emploi qui sont disponibles à Montmagny, Lévis, Saint-Fabien-de-Panay, Saint-Jean-Port-Joli, Saint-Just-de-Bretonnière. Donc, si ça vous intéresse, là, vous n'avez qu'à vous rendre sur le site du car.ca ou encore de communiquer avec les professionnels de l'emploi du Centre d'aide et de recherche d'emploi Montmagny-Lillet. 4 points de service, Montmagny, Saint-Fabien-de-Panay, Saint-Pamphile et Saint-Jean-Port-Joli. 248-95-59 ou encore pour les gens de l'extérieur, 1-877-337-9559, lecar.ca qui vous présente cette chronique des offres d'emploi.
La chronique des offres d'emploi présentée par le Centre d'aide et de recherche d'emploi Montmagny-Lillet, le CAR, organisme à but non lucratif, à Montmagny, Saint-Fabien-de-Panay, Saint-Pamphile et Saint-Jean-Port-Joli. 418-248-9559 ou lecar.ca. Vous regardez le réseau de télévision C'est ma TV. La résidence funéraire Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles. Nous vous fournissons des installations et des services innovants qui répondent aux besoins en évolution des familles d'aujourd'hui. Nous prenons soin de tout afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui est le plus important, votre famille, vos amis et vous-même. Salon funéraire complètement rénové pour votre plus grand confort, grand stationnement, facilité d'accès. La résidence funéraire Boulanger, pour bien faire dans la dignité. Veuillez prendre note qu'aujourd'hui, il n'y a pas d'avis de décès. Vous regardez le réseau de télévision C'est ma TV. Alors, ben, le thème, mon ami réalisateur. Alors, on s'attend toujours qu'on va présenter l'ouverture des grands titres de l'actualité. Je venais juste de remonter mes culottes, c'est juste correct. Alors, désolé, c'est ça les joies du direct. Oui. José Soucy, bonjour. Bon matin, Michel. Bon, c'est terminé. C'est terminé. On connaît l'issue de cette campagne qui a duré 40 jours. Ouais, pour approximativement 41 journées, je pense. Bon. Quels seraient d'abord tes premiers commentaires, là, en résumé, là, pour... Bon. Parce que là, je vous le dis, là, jusqu'à la fin, ouais. On avait invité tous les candidats qui étaient vraiment dans la course là, pour venir ici, qu'on puisse les inviter pour parler de cette campagne électorale, comme on le fait à chaque fois. On le fait au provincial, municipal. Mais M. Généreux avait d'autres occupations, donc il n'est pas là. Alors, on va, avec José, analyser la campagne. Écoute, tant dans le Côte-du-Sud que... tu veux commencer par Québec, le national, au Québec ou au Canada? National ou le régional, comme tu veux. Ben, allons-y. D'abord, ce serait quoi tes commentaires pour ouvrir cette d'entrée de jeu, je te dirais que analyse. Tous les partis politiques sortent de cette élection-ci, vraiment, excuse-moi le terme, maganés. Meurtri, pour faire un bon français. Mais tu comprends ce que je veux dire? Sincèrement, tu regardes, on va commencer par le Bloc québécois. Il n'y a pas eu de vague bloquiste comme les gens appréhendaient, OK? Il y a eu une bonne poussée bloquiste, une forte pression bloquiste. 3 fois plus de députés qu'il y en avait. 3 fois plus, mais tu sentais hier dans les commentaires d'Yves-François Blanchet qu'il y avait une petite déception dans sa voix, et je m'explique. Ça allait très bien. Le premier débat a propulsé les bloquistes sur la scène nationale québécoise, de sorte que les bloquistes n'ont pas arrêté de monter. Sauf qu'il y a eu des petites erreurs de stratégie, selon moi, qui ont été commises par le chef, et notamment après le 3e ou le 2e débat, lorsque Yves-François Blanchet a dit « On parle trop de loi 21 ». On devrait arrêter de parler de la loi 21. On en parle trop, c'est un enjeu provincial. C'est vrai, mais c'était devenu un enjeu fédéral. C'était le nationalisme québécois, l'identité qui s'affirmait au sein de la Fédération canadienne, et on voulait prouver au reste du Canada qu'on était capable de prendre nos propres décisions sans avoir une intervention d'Ottawa. Mais pourquoi il a arrêté de parler de la loi 21? Il aurait dû continuer à en parler. C'était la question de l'urne au Québec. Et les libéraux, à la fin, ils ont eu une meilleure fin de campagne. Trudeau s'est mis à beaucoup mieux performer dans ses allocutions auprès de sa base politique. Ça joue un rôle important. Là. Tout à fait. Et il y a eu la fameuse appui de Barack Obama, l'ex-président américain, qui a invité les Canadiens à voter Justin Trudeau. De sorte que l'élan bloquiste a complètement ralenti à la fin, ce qui a fait en sorte que les bloquistes, au lieu d'avoir 35 à 40 sièges, en ont juste eu 32. Je vais me dire 32, c'est 3 fois plus qu'il y avait. J'en suis conscient. Mais la majorité des sièges au Québec est détenue par les libéraux, qui en ont 35. Donc, je te dirais que le Bloc n'est pas aussi fort que les gens l'appréhendaient par rapport à ces petites erreurs de stratégie-là et de l'appui de Barack Obama et d'un réveil tardif des forces libérales au Québec. Donc, tu comprends que quand je dis qu'ils sortent meurtris ou ben non, pas si en forme que ça, c'est en lien avec ce que je viens de t'expliquer. Les libéraux sont minoritaires, c'est sûr qu'ils sont moins forts, mais en même temps... Mais 157, ça prend 170 députés, tout à fait. 170 sièges, il y en a quand même 157. Et si tu combines
les sièges néo-démocrates, qui est 20-21 sièges, me semble, dans 20 sièges, Oui. ils ont leur majorité. Bon, explique-moi, là, qu'on comprenne bien. On parle d'une alliance possible. OK? C'est Possible. pas, Oui, mais ça se parle. Je vais t'expliquer pourquoi. Bon, OK. Mais parce que si les libéraux et le NPD faisaient une alliance, une coalition, Oui. là, ça veut dire que si on... Je sais pas... Il y aurait une majorité. Exact, il y aurait une majorité. Il y aurait une majorité Oui, tout parce à que fait. ça serait 170 sièges. Il dépasse pour avoir la majorité. Mais là, nombre explique-moi, magique de par exemple, 170. Est-ce que ça veut dire que s'il y a une coalition, moi, je veux juste bien comprendre, s'il y a une coalition entre les deux partis, ça veut-tu dire que le NPD disparaît ou il y a juste une coalition à la Chambre des communes? Je pense qu'une coalition, c'est-à-dire un gouvernement de coalition, ça ne s'est jamais vu au Canada, de mémoire, OK? Sauf que ça pourrait être une première. Et, exemple, il pourrait nommer, mettons, Jack Mincing, ministre de l'Économie. C'est un exemple. Et Alexandre Boulris, ministre de l'Immigration. Tiens, j'envoie ça au hasard, là. Et le reste, ça serait des libéraux. On jase. Ou ils pourraient juste travailler ensemble pour faire passer des projets de loi et de négocier des projets de loi ensemble pour pas se les faire renverser par l'opposition. C'est-à-dire les conservateurs, les libéraux, le Parti vert combinés. C'est un exemple. Parce que les autres ensemble n'ont pas plus de sièges que les libéraux, le NPD ensemble. Tu comprends? Donc, il pourrait y avoir ce scénario-là. Et en même temps, les néo-démocrates, ils n'ont comme pas le choix de participer à une forme de gouvernement ou de collaborer avec les libéraux. Ce serait pour eux autres une occasion de le faire aussi. Oui, parce qu'ils pourraient faire avancer certaines idées. Et en plus de ça, excuse-moi, ils sont dans le trou. Excuse-moi l'expression, ils n'ont plus une scène. Ils ont emprunté, ils ont hypothéqué leur bâtisse qu'ils ont, je ne sais pas à quel endroit, de quelques millions de dollars, justement pour faire la campagne. Fait qu'ils ne peuvent pas partir en élection en un an, ils n'ont pas d'argent. Donc, ils n'ont comme pas le choix, mais en même temps, ça, c'est un couteau à double tranchant. S'ils se mettent à travailler toujours avec les libéraux, lorsque va venir le temps d'une autre élection, ils vont se baser sur quoi pour dire qu'ils sont meilleurs que les libéraux? Ils ont travaillé avec, puis ils ont fait avancer certaines idées. Tu comprends? Donc, c'est un couteau à double tranchant, mais c'est pas impossible. OK. Maintenant, M. Scheer a manqué le bateau, et ça, tout le monde est unanime ce matin. Mais pas tant. Pas tant. Je vais vous expliquer pourquoi. Mais, attends un petit peu. Oui. Laisse-moi finir mon idée. C'est qu'il y avait 95 députés à la... 91. 80... on mentionne 95? Il me semble oui. que c'est 91. Peu importe. 80... Oui, je pense que tu as raison. En tout cas, c'est dans Et ces là, eaux-là. on Oui. a 120 quelques. Là. Oui. C'est quand même... Moi, on dit que M. Scheer a Ah oui, manqué c'est sa ça. Exactement. campagne. Il a le nombre de votes. Il a un nombre plus élevé de votes Oui. que M. Trudeau. Du moins, là, moi, quand j'ai laissé Le pourcentage de vote est plus élevé envers les conservateurs qu'envers les libéraux. C'est ça. Dans l'ensemble Et du c'est Canada. quand même... Tout à fait. Et oui. là, ce matin, on tire sur M. Scheer, alors que il y a quand même une trentaine de députés de plus. Il y a un nombre... En tout cas, à minuit, il y avait plus de nombre votants que M. Trudeau. Quand même. Et pourquoi ce matin, on dit qu'il a manqué le bateau? Oui, parce que c'est pas un gouvernement minoritaire conservateur Non, je ou sais. majoritaire. Là. Mais c'est au Québec qu'il l'a échappé. C'est réellement ça. Tu as beaucoup la perception du Québec parce qu'au premier débat, il a réellement échappé. La question de l'avortement, le conservatisme social. Là. Je ne comprends pas qu'on soit revenu encore. Ben, exactement. Moi, je parlais avec des conservateurs du Québec qui sont plus des progressistes conservateurs, mais des conservateurs du point de vue de l'économie. Eux autres, ils me disaient, il va-tu falloir qu'ils en reviennent de l'avortement, il va-tu falloir qu'ils passent à d'autres choses que ça? Et ça a réellement joué contre lui. L'autre affaire qui a joué contre lui, c'est, il est plate à dire, là, mais au Québec, on est un peu chauvin. Hein? C'est pas un Québécois. Il parlait pas bien le français. Et Justin Trudeau, même si c'est un centralisateur multiculturaliste, c'est un des nôtres, c'est un Québécois. Mais M. Harper, t'es pas Québécois? Oui, mais qu'est-ce qui a amené M. Harper au pouvoir? Rappelle-toi-en. Qu'est-ce qui a amené M. Harper au pouvoir? De mémoire? Scandale des commandites. Okay. C'est ça qui l'a fait avancer. Parce que les libéraux se sont écroulés, notamment au Québec, parce qu'il n'y avait plus d'appui. Le scandale des commandites a fait en sorte que les gens ne voulaient plus les avoir parce qu'il y avait l'impression qu'on avait affaire, excuse-moi, une gang de voleurs. C'est aussi simple que ça. Mais ils ont réussi à se refaire avec l'arrivée de Justin Trudeau. Donc, les conservateurs, oui, ils ont mal joué leurs cartes et surtout, ils ont fait une campagne politique électorale, en tout cas, peu importe, négative. C'était une campagne négative qu'ils ont fait. Et ça n'a pas joué en leur faveur au Québec. Donc, c'est pour ça que c'est une défaite. Malgré qu'il y a une augmentation, ils pensaient plus pas... de votes, ils ont plus oui, de mais... députés. Oui, c'est vrai, mais ça n'en demeure pas moins que c'est une défaite. Parce qu'ils ont moins de sièges que les libéraux. Et s'ils veulent faire une percée au Québec, ça va prendre quelqu'un où les Québécois se reconnaissent dans lui. Et je pense que moi, j'ai un nom. Si Andrew Scheer ne part pas,
Mais là, on dit qu'il pourrait être contesté lors d'un prochain oui, congrès. Là. Écoute, oui, mais ils vont le remplacer par qui? Moi, j'en vois juste un. L'ex-premier ministre du Nouveau-Brunswick, Bernard Lord. Son nom a été nommé hier. Aussi. Tout à fait. C'est mentionné. Je l'ai déjà rencontré, ce monsieur-là. Monsieur qui... Belle prestance, parle très bien français. On dirait même un Québécois, mais c'est un gars du Nouveau-Brunswick. Lui pourrait faire la différence. Premier ministre du Absolument. Il y a une expérience, il y a du bagage. Et c'est plus un progressiste conservateur qu'un conservateur. Lui, je pense qu'avec lui, on pourrait faire des gains pour les conservateurs. On exclut la personne qui parle, tu comprends, mais les conservateurs pourraient faire des gains. On parle beaucoup de progressistes. M. Trudeau a parlé beaucoup de progressistes. C'est quoi, effectivement? Qu'est-ce que ça veut dire exactement? Quelle différence qu'il y a entre être progressiste ou être progressiste conservateur? Ben écoute, progressiste conservateur, dans le fond, c'est drôle à dire, c'est comme deux termes qui s'opposent. T'es conservateur, mais t'es progressiste en même temps. Les progressistes conservateurs étaient des conservateurs économiques, mais des progressistes du point de vue social. Tu te rappelles que Brian Mulroney, avec Ronald Reagan, ont signé un traité concernant les puits acides. Brian Mulroney, c'est lui, par son leadership international, qui a réussi à faire libérer Nelson Mandela en lien avec l'apartheid, qui a réussi à mettre un terme à l'apartheid, ben, pas tout seul, mais qui a été l'initiateur de mettre un terme à ce régime de l'Afrique du Sud qui était complètement dépassé, je vais dire ça de même très poli. Donc, il y avait ce côté progressiste-là aussi. Et à l'époque, les progressistes conservateurs voulaient faire entrer le Québec dans la Constitution, dans l'honneur et l'enthousiasme. Donc, c'est ça le progressisme un peu. Les valeurs progressistes, c'est plus des valeurs sociales. Là, présentement, le progressisme, c'est pro-environnement, pro-social, des programmes sociaux, redistribuer l'argent. C'est ça un peu être progressiste. Là, on pourrait en parler longtemps, mais en somme, c'est ça. OK. Maintenant, José, est-ce que quand on dit que le Québec, c'est la plaque tournante qui décide si on va avoir un gouvernement minoritaire ou majoritaire? Tout à fait. Encore hier, M. Trudeau, 157 députés. Il en manquait 13. Pas beaucoup. Il y en a 32 bloquistes. Ah oui? Le NPD n'a pas fait de percée. Il y a M. Boulris. Oui, mais le NPD s'est écroulé au Québec totalement hier. Alors, est-ce que Québec est réellement la plaque tournante des élections fédérales qui décide ou qui peut décider de gouvernement majoritaire, minoritaire? Une chose certaine, c'est une société distincte. On l'a vu hier. 32 élus bloquistes, 35 élus libéraux, 10 conservateurs, un néo-démocrate. Tu comprends que c'est spécial au Québec. Oui, c'est vrai que longtemps, le Québec a fait pencher la balance d'un côté comme de l'autre. On a eu des exceptions, notamment en lien avec Stephen Harper, parce qu'il y avait eu le scandale des commandites, et les libéraux étaient tellement faibles que les conservateurs ont réussi à avoir une majorité sans un appui massif du Québec. Mais là, maintenant, ça ne fonctionne plus. Parce que le scandale des commandites est oublié. Souviens-toi, à l'élection de 2015, ils ont essayé de ressortir le spectre du scandale des commandites, mais ça n'a pas aucunement affecté Trudeau et son élection d'un gouvernement majoritaire. Donc, c'est sûr que c'est une plaque tournante, tu as entièrement raison. Mais, encore là, tu te rends compte que le Québec est très divisé. Le Québec, t'as un vent bloqué, ce qui a soufflé, mais j'appelle pas ça une vague. J'appelle ça un vent qui a soufflé très fort, mais pas une vague. Dans la région de Québec, notamment Montmagny, Lillec-Kamoska, Rivière-du-Loup, les conservateurs ont très bien performé. On va en parler après la pause, mais effectivement, on s'attendait, les sondages le disaient aussi, qu'on s'attendait vraiment à une vague. Mais elle n'a pas eu lieu. Et les commentateurs hier à TVA, là, Pierre-Bruno en tête, l'ont mentionné, Mario Dumont également. Monsieur Blanchette ne peut pas se taper dans les mains. Il a fait du bon travail, mais on s'attendait à beaucoup plus fort que ça. Je ne l'ai pas. Je ne sais pas, je te l'ai expliqué tantôt, ou peut-être hors d'onde, il a levé le pied sur la loi 21. Il n'aurait pas dû lever le pied. Et ce qui est arrivé, c'est que les libéraux, ils ont eu l'appui de Barack Obama. Donc, tout ça a fait en sorte qu'ils ont réussi à résister quand même. Et c'est ça qui a fait pencher un peu la balance. Quand je te dis que c'est pas tout à fait une victoire pour les bloquistes, ils sortent de là un peu... avec un sentiment amer. C'est juste une victoire par rapport à... Oui, c'est une victoire, mais... surtout qu'on a remonté le blason du Bloc québécois. Mais quant à moi, le chiffre magique qu'ils devaient avoir, c'était 35. Ils ont eu 32. OK. On va s'arrêter. On va faire une courte pause parce qu'on a la chronique La Pouponnière à vous présenter. On revient avec José. Alors que là, on va ramener ça localement. On va parler parce que José a suivi
la campagne dans Montmagny, Lac-Kamouraska, Rivière-du-Loup. Et là, on va faire vraiment l'analyse de ce qui s'est passé. On sait que c'est M. Généreux qui a gagné avec plus de 4000 voix là, de majorité. Même 5000. Alors que les sondages, même en fin de semaine, donnait M. Gagnon 13 en avance. Et j'ai d'explications. Alors, on va à la pause et on revient avec José pour des explications, mais de ramener ça chez nous. Le réseau de télévision CEMA TV est fier de vous présenter La Pouponnière, en collaboration avec votre Jean Coutu de Montmagny, où l'on trouve de tout, même un ami. Santé, beauté, photo. Votre Jean Coutu de Montmagny, c'est tout ça et encore bien plus. Jean Thibault et toute son équipe du Jean Coutu de Montmagny sont fiers de s'associer à CEMA TV dans la présentation de La Pouponnière et profitent de l'occasion pour féliciter les heureux parents. Alors, on a deux nouveaux-nés à vous présenter ce matin. D'abord, Ali-Rose Bernier. La mère est Marie-Soleil Bernier. Elle est de Saint-Cyril-de-Lessard. Ali-Rose Bernier, qui est née le 16 octobre 2019. Donc, bravo à Marie-Soleil Bernier, la maman, et le bébé Ali-Rose de Saint-Cyril-de-Lessard. Maintenant, c'est Loïc Lapointe, né le 16 octobre 2019. Ils sont de Berthier-sur-Mer, les parents Marie-Ève Lampron et Jean-Philippe Lapointe. Donc, félicitations. Et je trouve ça toujours tellement beau de voir ça à l'écran. Donc, un beau petit poupon. Donc, Loïc Lapointe, ce sont les parents Marie-Ève Lampron et Jean-Philippe Lapointe. Ils sont de Berthier-sur-Mer. Il est né le 16 octobre. Et le gagnant de la semaine dernière, vous savez qu'à tous les mardis, on procède au tirage d'un certificat cadeau de 25 $ offert par votre Jean Coutu de Montmagny. Donc, les gagnants sont les parents Annabelle Landry et Pierre-Luc Bernard. Le bébé Juliane Bernard, né le 10 octobre dernier. Ils sont de Saint-Charles de Bellechasse. Voilà pour notre chronique La Pouponnière. J'en profite toujours pour remercier les employés et tout le personnel de la Pouponnière de l'hôpital de Montmagny pour leur étroite et importante collaboration pour que l'on puisse vous présenter cette chronique à tous les mardis et jeudis. Résidence Manoir Saint-Louis pour vivre au quotidien dans une ambiance familiale. Activités pour tous les goûts et tous les âges. La Résidence Manoir Saint-Louis pour personnes autonomes et semi-autonomes, rue Saint-Jean-Baptiste à Montmagny. Pour vivre paisiblement et en toute sécurité. 248-0071. Luminaire Futura, c'est d'abord le spécialiste du luminaire sur la côte du Sud. Luminaire Futura, c'est aussi le dépositaire des fameux poêles Big Green Egg pour cuisiner sans pareil. Luminaire Futura peut aussi meubler vos patios avec un choix d'accessoires et de couleurs vraiment d'avant-garde. Luminaire Futura, 125 Taché Ouest, Montmagny. Vous regardez le réseau de télévision CEMA TV. Donc, on revient à l'analyse de cette campagne électorale, mais là, on va ramener ça chez nous. Régional. Parce que, bon, moi, c'est toujours mon chez nous qui m'intéresse. En fin de semaine, de toute façon, depuis quelques temps, on voyait M. Généreux en avance. Quand ça a commencé, M. Généreux était fortement en avance. Tout à fait. Et là, on a senti que ça s'égalisait. Je pense avec la campagne du Bloc aussi, tout à fait, des sondages. Qui a propulsé Louis Gagnon dans les intentions de vote dans le comté. Et même en fin de semaine, on voyait que M. Gagnon avait gagné quand même, était à 7 Sur Québec 125, il était rendu à 5 points d'avance sur Bernard Généreux. Mais il faut que j'explique quelque chose à nos téléspectateurs. C'est que Québec 125, c'est une compilation des sondages. Québec 125... par eux autres même, ne font pas de sondage. Tu me suis? Donc, c'est une compilation de sondages qui additionnent et qui démontrent avec les élections précédentes le portrait de ce qui pourra être le résultat qui s'en vient. Mais je pense que Québec 125 a réellement pas prévu ce qui est arrivé hier. Parce que Bernard Généreux, qui a remporté avec 42 % des voix, il est passé de 29 % environ à 42 %. En 2015? Exactement. En 2015, il avait 29 %. Il a récolté 42 %. Qu'est-ce qui est arrivé? Écoute, je me suis gratté la tête longtemps parce que, honnêtement, je vais le dire objectivement, je pensais que Louis Gagnon allait gagner et je vais vous expliquer pourquoi.
parce que les bloquistes étaient premiers chez le vote francophone. Et Montmagny-Lillet, Kamouraska, Rivière-du-Loup, c'est pas compliqué, c'était à peu près à 99,9 % francophone. Et je te dirais à 97 % blanc. Tu comprends qu'on s'entendait tous que les sondages allaient se refléter dans le comté. Et Louis Gagnon a quand même fait une bonne performance. Il est passé de 16 % en 2015 à 32 % en 2019. Donc, il a doublé ses appuis. Sauf que Bernard Généreux... Donc, la vague de M. Blanchette a aidé Louis Tout à Gagnon fait. Sans le travail de Yves-François Blanchette, je pense pas que Louis Gagnon aurait performé comme il a performé. Il aurait peut-être récolté 20 %, mais sans plus. Mais là, tu dis, Bernard est passé de 29 à 42. Je comprends qu'il a fait quand même un bon travail de relations publiques lors de son... Il a fait beaucoup de porte-à-porte. Exactement. Et il faut rappeler encore, les gens, des fois, sourient quand on parle de ça, mais ça a été très bénéfique pour Bernard, ses cliniques de passeport et ses vidéos promotionnelles qu'il faisait sur les organismes régionaux, les agriculteurs et compagnie. Donc, ça lui a été bénéfique, mais pas assez pour lui faire gagner 13 points lorsque les conservateurs au Québec s'effondrent et que le chef est à 12 % en popularité pour les Québécois. Il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. J'ai dit, voyons, ça se peut pas. J'ai dit, même à un moment donné, j'ai dit, pour moi, ils ont inventé des boîtes qui ont été emportées. Je dis ça à la blague, là, je n'en revenais tout simplement pas. Mais je me suis mis à analyser la situation et j'ai peut-être un début d'explication. Il est sorti, la semaine précédente, un sondage Main Street, donc d'une firme professionnelle qui mettait au coude à coude, ou à peu près, Bernard Généreux et Louis Gagnon. 29-29 environ. De sorte que les libéraux, en même temps, ici, se sont effondrés. Avec Québec 125, ils ont perdu 7-8 points. Et Montmagny-Lillet étant dans le giron de la région de Québec, les conservateurs avaient une avance, tu comprends? Mais ce qui est arrivé, je pense, à mon humble avis, c'est que Montmagny-Lillet, Kamouraska, Rivière-du-Loup étant un comté dit fédéraliste, il y avait un candidat séparatiste, même si ça disait nationaliste, parce qu'ils ont défendu les politiques du gouvernement Legault, mais n'en demeure pas moins que le Bloc québécois sont indépendantistes. Tu me suis? Donc, j'estime que Bernard Généreux a réussi à fédérer le vote fédéraliste de son côté. Bon, là, tu me dis que c'est un comté fédéral. Fédéraliste, pas fédéral, fédéraliste. Excuse-moi. Ouais. Oui. Mais Paul Crête a été quand même là. Oui, longtemps, 16 ans. Ouais. Mais il faut expliquer encore une fois aux téléspectateurs, c'est que Paul Crête, longtemps, je te dirais les 3/4 de ses mandats, ont été seulement dans Rivière-du-Loup, Kamouraska. Il n'y avait pas une fusion avant parce que... Dans le temps, c'était Bellechasse-Etchemin, Bellechasse-Etchemin, Montmagny-Lillet. Exactement. Donc, lorsque le comté s'est fusionné, si on veut, je me souviens juste, pour te donner un exemple, en 2008, lorsque Denis Laflamme, qui est un gars de Montmagny d'ici, s'est présenté pour les conservateurs, il avait perdu, mais il avait réussi à remporter Montmagny, parce que Montmagny était davantage conservateur. Donc, Paul Crête avait quand même passé, parce que la métropole du comté de Montmagny-Lillet, Kamouraska, Rivière-du-Loup, excuse-moi, je le répète souvent, mais il faut comprendre, c'est Rivière-du-Loup. Ils ont 18 000 de population, tandis qu'à Montmagny, on a 11 000 de population. Tu me dis, c'est pour ça qu'ils réussissaient à passer. Il ne faut pas oublier non plus qu'en 2008, le scandale des commandites n'était pas loin, puis les conservateurs n'étaient pas aussi forts, puis il y avait une amalgame de raisons. Mais là, le vote fédéraliste, c'est réellement fédéré derrière Bernard Généreux, de sorte qu'il a réussi à avoir un pointage excellent, 42 %. Mais l'erreur que Bernard ne doit pas commettre, c'est de penser que c'est dû uniquement à sa personne. Oui, il a fait un bon travail, mais comme je l'ai dit souvent... Et il est apprécié, je pense. Oui, absolument. Mais il s'est beaucoup amélioré et je pense qu'il a compris que plus qu'il donnait à la population, plus qu'il mettait sa population... lui redonne. Exactement. Je pense que ça, il l'a réellement compris. Mais il ne faut pas qu'il tombe dans l'erreur que c'est grâce à moi, puis là, il commence à se péter un peu les bretelles. Non, parce que là, tu es dans un gouvernement minoritaire. Tu es déjà en train, c'est plate à dire, là. Aujourd'hui, il va sûrement se reposer, mais d'ici une semaine ou deux, il va commencer à penser à la prochaine campagne électorale. Est-ce que tu penses qu'il va revenir? Ben oui, pourquoi il ne reviendrait pas? Il est passé. Moi, je suis persuadé. À moins que, je sais pas, exemple, les conservateurs s'effondrent partout au Canada et ils se disent, ben là, peut-être que je vais passer mon tour, je pense que j'ai aucune chance. Mais Bernard, il y a une passion. C'est encore jeune. Ben oui, puis il y a une passion pour la politique aussi.
Il aime ça, ça paraît, hein? J'ai une question parce que Oui. je vois, il reste 5 minutes. Est-ce qu'on est désavantagé? Bon, je regarde M. Blaney, là, qui a obtenu un 5e mandat. Dans le temps où Gilbert Normand a été député fédéral, on avait Montmagny, M. Normand était député de Montmagny, Bellechasse et Chemin, Montmagny-Lillet, excuse-moi. Là. Est-ce qu'on est désavantagé parce que la ville-centre de Bellechasse et Chemin, Montmagny-Lillet, c'était Montmagny? Alors que là, c'est Montmagny, Lillet, Kamouraska, Rivière-du-Loup. Et tu disais que Rivière-du-Loup a 18 000 de population. Donc, est-ce qu'on est... Parce qu'il y a 2 villes-centres dans ce comté-là, Montmagny, Lillet, Kamouraska. Deux villes aux extrêmes. Est-ce qu'on est désavantagé ou avantagé ça dépend de ce redécoupage? Ça dépend de quel point de vue. Présentement, pour un bloquiste, tu es très désavantagé parce que les gens de Montmagny-Lillet votent massivement conservateurs parce que tu es collé sur la région de Québec. Et si tu réussis à, excuse-moi le terme, à break-even à Rivière-du-Loup, là, et que tu remportes Montmagny-Lillet, tu gagnes. C'est ce qui arrive avec Bernard Généreux. Il a réussi quand même à relativement bien performer pour réussir à performer de la sorte, à avoir 42 %. Et tu disais tantôt que Denis Laflamme a gagné à Montmagny. Oui. Et a perdu à Rivière-du-Loup. Tout à fait. Je ne peut-être pas les chiffres, là. Non, mais là, ça le désavantageait. Là, est-ce que Bernard Généreux a gagné à Montmagny, perdu à Rivière-du-Loup? J'ai pas encore les chiffres en détail. La semaine prochaine, ou peut-être au courant de la semaine, on va avoir la carte détaillée de tous les endroits qui ont été remportés ou perdus par les divers candidats qui se présentaient. Ça va être réellement intéressant à analyser parce que même moi, hier, sincèrement, j'ai bien beau suivre la politique, mais je me suis gratté la tête longtemps. J'en ai perdu mon latin. Il dit, comment se fait-il que Bernard réussisse à remporter à 42 % parce qu'il a fait une campagne correcte, mais il n'y a pas eu... de souvenirs, de mémoire, il n'y a pas eu de gestes, d'éclat qui a fait en sorte que tout le monde a dit « Wow! » Il a quand même fait une bonne campagne. Il est présent sur le terrain. Il a tiré quand même son épingle du jeu, mais sans plus. Dans les débats, il n'a pas plus excellé qu'il fallait. Et les gens ont apprécié, je pense, son travail. Oui, de ça 4 ans. Ça a joué. Je suis persuadé que ça a joué, mais... Pendant des cliniques de passeport, c'est vrai. Oui, tout à fait. Ses visites dans les entreprises, il a voulu beaucoup aider les entreprises au niveau de l'emploi, les agriculteurs, il s'est collé là-dessus, puis je pense que ça lui a servi. Ça lui a servi, mais ça explique pas... Il le fait bien. Je pense qu'il pas... C'est dans sa volonté de faire aussi, je pense. Oui, mais ça explique pas un bond de 13 points. Ouais. Ça ne peut pas seulement expliquer ça. Je n'y crois pas. Ça n'enlève rien à Bernard, sincèrement. C'est lui le gagnant et je le félicite. C'est mérité, il n'a rien volé à personne. Là. Puis il a fait du terrain parce que, une petite anecdote, Bernard fait du porte-à-porte en 2009, là, et il fallait pousser fort pour qu'il réussisse à en faire. Il a travaillé pour l'équipe. Oui, mais faut maintenant... mentionner, il a travaillé pour l'équipe de Mais Bernard maintenant, Généreux. c'est un homme qui s'est assagi, qui a appris, mais encore une fois, il ne faut pas qu'il retombe dans ces vieux patterns de penser que là, c'est grâce à lui s'il a réussi à faire un bond de 13 points. Il faut qu'il reste quand même un peu humble. Donc, en résumé, aujourd'hui, est-ce qu'on est fragilisé par le fait qu'on a un gouvernement minoritaire? Comment on pourrait... Là, il reste une minute Dans et demie, dans le comté, c'est parce que Bernard Généreux parlait du Bloc québécois. Il faisait allusion que c'est des gens qui allaient toujours se faire dire non parce qu'ils allaient être dans l'opposition. Il est encore dans l'opposition, Bernard aussi. Ça va être plus difficile. Là. Il va falloir qu'il justifie parce que là... Est-ce que ça peut être plus facile parce que c'est un gouvernement minoritaire? Oui, mais c'est parce que... m'a donné un exemple. Est-ce qu'on peut avoir plus de notre député? Oui, non, mais... Du fait que le gouvernement minoritaire voudra... Si on avait un candidat néo-démocrate, exemple, on aurait François Lapointe qui ferait affaire avec... Hugo Latulippe. Là, ou Hugo Latulippe qui ferait affaire au gouvernement libéral minoritaire. On serait capable d'avoir plus de choses, de négocier. Mais les conservateurs et les libéraux étant opposés à peu près dans tout, ou pas loin, là, à part sur l'unité canadienne, ça va être dur de négocier. Tu comprends? Mais avec un bloquiste aussi, ça aurait été difficile. En quelques secondes, José. Oui. Aladin Legault-Dauteil, tout un bonhomme qu'on a le plaisir de rencontrer. Un chic type. Qu'est-ce qui fait que ça s'est effondré à 16 alors que les libéraux vont chercher? Vite fait, je vais te parler d'Hugo Latulippe également. Là. Rapidement. Un bon monsieur, avec des bonnes intentions, mais il manquait réellement d'expérience, et ça paraissait. Et M. Latulippe? M. Latulippe, à 7 % environ, là, il a complètement raté le bateau. Je pense qu'il est arrivé ici en conquérant avec son CV rempli de films. Trop sûr de lui? Trop sûr de lui. Écoute, c'était, excuse-moi, là, ça a été un fiasco pour lui. C'est
C'est ça. Merci, José. Belle plaisir. analyse. Voilà, ça complète. Demain, le prof Lavoie est avec nous et on reçoit la directrice générale de la MRC de Montmagny, Nancy Labrec. Passez une bonne journée. À demain. Accent Meubles à Montmagny pour le choix de vos meubles, accessoires ou électroménagers. Accent Meubles à Montmagny, service de livraison sur toute la rive sud de Québec. Accent Meubles, 190 Taché-Ouest Montmagny, 88 248 44 44. L'émission Bonjour Côte-du-Sud, une présentation du garage Corriveau Mariotech, 2 boulevard Taché-Ouest Montmagny, 88 248 3634.